Nouvelle vidéo aujourd'hui, et comme le titre l'indique, on va voir comment créer sa propre application pour faire du suivi neuromusculaire, donc avec des données récupérées via plateforme de force, mais plus précisément comment convertir un dashboard fait en Power BI que je vais vous présenter ici en version Streamlit. Et donc tout d'abord, on va explorer le dashboard Power BI que j'avais réalisé, on va le détailler et voir comment on peut l'améliorer. Donc ici, j'avais d'abord une liste déroulante pour évidemment sélectionner le joueur qui m'intéresse. À gauche, j'avais une table récapitulative des données qu'on récoltait, donc le RSI et la puissance relative, tout ça par date. Et on avait un code couleur qui était calculé selon l'écart type. Et vous voyez que pour chaque donnée, j'avais fait deux colonnes, donc une sans information et une pour du cumulatif. En fait, j'avais calculé un écart type cumulatif, à la différence de si vous recalculez un écart type à chaque nouvelle entrée, il va prendre toute la colonne et calculer l'écart type sur toutes les entrées, à la différence du cumulatif qui lui va recalculer un écart type avec une entrée en plus à chaque fois. Et on voit bien que les deux approches donnent un code couleur différent. Ensuite, à droite, on avait donc un graphique en barre qui représentait les valeurs de RSI, et la zone de remplissage en gris était censée être la valeur max du RSI sur toute l'équipe. Et quand on voit ça, on se dit bien que dans mon code, je m'étais un peu trompé. Ce qu'on va modifier ici, sur la zone de remplissage, ça va plutôt être de prendre une médiane cumulative propre au joueur, ce qui va finalement être plus précis pour comparer le joueur à lui-même et non plus le comparer à toute l'équipe. Ici, un graphe en courbe avec simplement les valeurs brutes de la puissance relative. Ici, le graphique en barre du coefficient de variation à chaque nouvelle entrée, donc pour le RSI et pour la puissance relative, donc avec la méthode ici, vous voyez, cumulative. Et enfin ici, on avait, avec les dernières entrées, quel était le coefficient de variation du joueur sur le RSI et sur la puissance relative. Et ici, on avait le coefficient de variation de ces mêmes deux métriques, mais par rapport à son poste. Donc qui reprend toutes les données des joueurs qui ont le même poste que le joueur qu'on a sélectionné. Alors le coefficient de variation, ça se calcule en prenant l'écart type divisé par la moyenne. Donc pour tous ceux qui suivent ce que je partage, vous devez savoir que mon approche avec la moyenne est mesurée. Donc ici, est-ce que le coefficient de variation, on va le refaire avec l'écart type et la moyenne? N'est-ce pas? C'est non. On va plutôt avoir une approche où on va tout baser autour de la médiane. Donc la moyenne va être remplacée par la médiane et l'écart type va être remplacé par l'écart médian absolu. Nous voici donc sur la partie code. Donc j'ai mon dossier avec tout ce qu'il me faut pour mon projet. On va commencer avec ce que j'ai appelé un working script, avec lequel on va explorer notre fichier de données. Donc ici, je vous épargne toute la rédaction du script. Tout est là, je vais exécuter et détailler. Donc comme d'habitude, on commence en allant chercher les librairies qui nous intéressent. Donc ici, Panda et NumPy vont nous suffire. On va passer par une première étape que j'ai nommée nos données et nettoyage. Donc on peut voir à quoi ressemble le fichier. Donc je télécharge mon fichier et je fais tout de suite apparaître les infos. Alors je fais le choix de vous montrer les infos car la colonne name, je ne l'ai pas encore rendue anonyme, donc je n'ai pas envie non plus que vous voyez le nom des joueurs qui sont dedans. Ce qui me permet de vous montrer comment rendre un fichier anonyme, c'est-à-dire remplacer les noms de vos sportifs par un nom standardisé. Je vais réattribuer ces noms standardisés à la colonne name. Donc j'appelle la colonne name, je fais la fonction replace, et dans replace, on doit lui passer un dictionnaire avec pour clé le nom original et en valeur le nom standardisé. Donc j'effectue une boucle où je récupère tous les noms uniques, et cette liste de noms uniques, je la passe dans enumerate pour ressortir deux informations, donc i, la valeur d'énumération, et n, le nom de ma liste de noms uniques. Et ici, je crée donc ma paire clé-valeur avec n le nom original et la standardisation athlète underscore valeur. Et en dessous, j'ai tout de suite voulu vérifier est-ce qu'il manque des données sur certaines colonnes. Ici, oui, on voit bien que sur Relative Power, il me manque 211 données. Finalement, c'est pas ce qui est le plus important, on va s'intéresser davantage au RSI dans notre projet. Et on voit que sur le RSI, il m'en manque 2. Je vais nommer ma data frame sous un autre nom et je vais trier pour avoir uniquement des valeurs RSI où il y a bien une valeur numérique. Donc, on va se séparer de ces deux-ci. Et finalement, je vais trier ce data frame en l'organisant par date. Voici un peu pour la première partie de nettoyage. Pour la deuxième partie, on va s'intéresser aux coefficients de variation cumulatifs. Et pour cela, on va d'abord devoir créer une fonction pour calculer la MAD, donc qui est en anglais Median Absolute Deviation, donc c'est l'écart médian absolu, qui vient remplacer l'écart type. Donc pour cette fonction, comment ça se passe? En argument, je vais avoir ma série, ou ma colonne si vous voulez. Je crée une liste vide. On va itérer via une liste d'index qui va être de la longueur de notre série ou de notre colonne. On va prendre un subset de cette série jusqu'à l'index dans la boucle. On calcule la médiane de ce subset en se séparant des n à n, si jamais il y en a, et il y en aura pour la puissance relative. Si jamais ce subset me retourne une médiane qui est n à n, alors on donnera un MAD de 0. Sinon, on va calculer la valeur absolue de ce subset moins la médiane de ce subset.
Donc cela va nous retourner une autre liste de la même longueur que le subset, et on calcule la médiane de ce subset. Et finalement, ce MAD, donc qui aura soit une valeur, soit 0, on va l'ajouter dans notre liste, et c'est cette liste qui va nous retourner la valeur MAD cumulative sur toute la longueur de notre data frame. Et ici, je vais donc calculer cette MAD sur le RSI et la puissance relative. Donc pour ça, je fais un groupe by par nom, j'appelle la colonne qui m'intéresse et je fais un transform. Et dans ce transform, je passe la fonction qu'on a créée juste au-dessus. De même pour la puissance relative. Donc maintenant qu'on a le numérateur pour calculer notre coefficient de variation, on va s'intéresser au dénominateur. Donc il suffit d'aller calculer une médiane cumulative. Je nomme à nouveau une nouvelle variable, j'appelle ma data frame, on fait à nouveau un groupe by sur name, j'appelle encore la variable qui m'intéresse, donc RSI et en dessous la puissance relative. J'appelle transform et je lui passe lambda. Donc pour rappel, lambda permet de créer des fonctions rapidement. Et voici le calcul qu'on a besoin d'exécuter pour faire une médiane cumulative. Donc x pour le passer sur la série, expanding médiane. Et donc finalement, pour calculer le coefficient de variation pour mes deux variables, j'ai juste à faire le ratio entre la MAD et la médiane cumulative qu'on a réalisée juste au-dessus. Je multiplie par 100 et je l'arrondis à 1 pour avoir quelque chose de standardisé. Et finalement, on va déterminer des codes couleurs. Donc on va faire 3 codes couleurs, un orange, un bleu ou un vert. Donc le orange va signifier qu'il est sur des valeurs plutôt à la baisse, bleu dans le maintien et vert qui s'améliore. Pour calculer le orange, qu'est-ce qu'on fait? On va comparer la valeur du jour de RSI à la médiane cumulative, donc où en est la médiane au moment de l'entrée de notre valeur, moins la MAD. Si vous voulez traduire avec moyenne et écart type, ça serait la moyenne moins l'écart type. Et donc, si notre valeur brute est inférieure à ce calcul, alors c'est du orange. Maintenant, si la valeur est supérieure à la médiane moins la MAD et qu'elle est inférieure à la médiane plus la MAD, alors c'est bleu. Et donc finalement, logiquement, pour que ce soit vert, si la valeur brute est supérieure ou égale à la médiane plus la MAD, dans ce cas-là, on est dans du vert. Donc même principe pour la puissance relative. Alors à présent, on va pouvoir passer à la deuxième partie qui est le développement de l'application. Donc là, la différence, vous voyez que j'ai ouvert un fichier .py. Donc là, on est sur un script sans bloc. Et donc quand on veut développer, par exemple, une application, on va passer sur un script comme celui-ci qui sera lu d'un coup et d'un seul pour être exécuté. Donc là, encore une fois, je vais copier des bouts de code et expliquer ce à quoi ça correspond plutôt que de coder. Donc en début de code, on va toujours aller chercher les librairies qui nous intéressent. Donc ici, Panda, NumPy, ça ne change pas. Streamlit, donc qui est la librairie qui nous intéresse pour développer une application sur ce service Streamlit. Et Plotly, GraphObjects pour la représentation graphique. Alors, quand on développe une application sur Streamlit, il y a tout d'abord toute une partie de paramètres à faire. Donc ils peuvent être très simples à plus complexes. Ici, on va être sur quelque chose de très simple. Donc, je vais aller chercher un logo que j'ai dans mon dossier, je l'enregistre sous un objet et j'appelle Streamlit, set page config, layout wide, cela veut dire que je vais utiliser la largeur de ma page plutôt que d'avoir quelque chose de resserré. Je peux lui donner un nom et donc le logo. Voilà pour les paramètres, vous voyez, très rapide. On va passer à la partie Session State. Alors, l'un des gros défauts de Streamlit, c'est que quand vous naviguez ou que vous manipulez des choses dans l'application, le code va être relu à chaque fois. Ce qui fait que le code qu'on est en train de développer ici est réexécuté du début à chaque fois. Ce qui rend vraiment la chose pas du tout optimale, surtout si vous intégrez des calculs qui sont plus ou moins lourds et longs à réaliser. Et bien pour cela, on va jouer avec ce qu'on appelle les session states, qui sont en fait des sortes de variables de session. C'est-à-dire que quand vous ouvrez l'application, on va pouvoir enregistrer certaines choses qu'on ne veut pas faire bouger sous cette appellation session state, et ça permet de contourner la relecture du script et de tout réexécuter. C'est-à-dire que ces session state, une fois qu'ils sont exécutés, ils sont enregistrés et ils ne seront plus recalculés à moins d'avoir fait des fonctions qui viennent réécrire par-dessus. Et donc le session state qui nous intéresse, c'est celui-ci. Alors parfois, il faut les initialiser, et parfois, quand vous les créez dans une fonction, ça ne vous retourne pas d'erreur. Mais ici, celui-là, je veux le créer, je vous explique, j'ai créé un session state que j'appelle dataset, donc ça, le nom, on peut donner celui qu'on veut, et je lui passe une data frame vide. Vous allez comprendre pourquoi vide, parce qu'après, je vais me servir de la condition de qu'est-ce que nous retourne session state pour faire tourner l'application ou non et éviter une erreur. Ensuite, on va mettre les fonctions qu'on va utiliser pour nos calculs. Donc, on va tout d'abord mettre l'expanding MAD qu'on a fait dans le script précédent. On va s'ajouter une fonction pour mettre de la couleur dans les cases de notre data frame. Donc ici, les arguments sont X, donc ça va être le data frame qu'on veut styliser et une liste de couleurs à appliquer. Et donc la fonction va nous retourner une nouvelle data frame avec les couleurs qu'on a indiquées, donc aussi bien de fond que les couleurs d'écriture. On continue avec une fonction
qui va nous permettre de représenter le RSI, donc le plus gros graphe en barre que j'avais dans mon dashboard Power BI. Donc les arguments vont être évidemment le data frame et le nom du joueur qu'on veut représenter. Donc on va créer un subset qui sélectionne uniquement les données du joueur. On initialise la figure avec plotly graph, object. On ajoute une trace qui va être les graphes en barre, donc en X, la date, et en Y, le RSI, quelques paramétrages. On ajoute une deuxième trace pour avoir le remplissage gris, donc on met toujours la date, et cette fois-ci, on met la médiane cumulative du joueur. Et finalement, quelques paramétrages, et on retourne la figure. Pour représenter graphiquement la puissance relative, donc on est sur le même principe que la fonction au-dessus, à la différence qu'on a une seule trace qui va être la représentation en courbe de la puissance relative. Une dernière fonction de représentation graphique pour le coefficient de variation cumulative, donc qui était les plus petits graphes en barre. Ici, les arguments sont le data, le joueur, et finalement la métrique qu'on va représenter, donc soit le RSI, soit la puissance relative. Donc ici, on ajoute une seule trace qui vont être des graphes en barre, avec la métrique qu'on aura choisie, plus l'extension de son coefficient de variation. Alors, avant de vous montrer la dernière fonction qui va permettre de faire tous les calculs, on va juste commencer à ajouter des composants sur l'application. Et donc, les premiers qu'on veut faire, c'est ceci. On va d'abord, avec la sidebar, donc la barre latérale, ajouter un composant qui nous permet d'importer un fichier. Ici, le key va me permettre de nommer le session state file. Et dans ce session state file, il y aura le fichier que j'aurais mis dans le composant. Ici, le onChange, je vais temporairement le supprimer et on y reviendra après. Finalement, je vais vouloir un container avec des bords apparents. Et dans celui-ci, je vais créer deux colonnes. Donc, vous voyez que si j'ai passé une liste pour avoir deux colonnes, pour avoir le ratio, moi, comme je fais, c'est vous allez diviser pour avoir la somme de toutes vos colonnes qui est égale à 1. Donc, si on prend la largeur de 100%, ma première colonne va être de 10% et la deuxième colonne va prendre l'espace de 90%. Ensuite, j'appelle ma deuxième colonne pour pouvoir centrer mon titre. Et donc, mon titre va être Force Plate Neuromuscular Fatigue Monitoring. Et j'ajoute un espace pour bien le centrer au milieu de mon container. Alors, comment on exécute cette application? Eh bien, on va dans Terminal, on ouvre le terminal, et une fois dans le terminal, je passe Streamlit run app.py. Donc ici, app, c'est évidemment le nom de mon fichier. Donc, cela dépendra de comment vous la nommez. Donc ça dépend évidemment de comment vous nommez votre fichier. On exécute. Et ici, on est tout de suite redirigé vers une page internet et on voit bien les deux composants que j'ai fait. Donc ici, vous voyez que j'ai ma barre latérale que je peux rabattre. J'ai mon composant pour aller importer mon fichier et le titre dans un container avec bord. Revenons à notre code. Ici, je vais vous rappeler que dans mon composant pour le fichier, j'avais le onChange égale loadFile. Donc ici, dans onChange, loadFile, ça va être la fonction que je vais vous montrer qui va permettre de lire le fichier et exécuter les calculs que je veux faire dessus. Donc la fonction la voici, donc accrochez-vous, elle est conséquente, mais on va la détailler. Donc ici, je ne lui passe pas d'argument car on va jouer uniquement sur les session states. La première chose que je fais, je lui fais faire un essai-erreur, donc j'essaie de voir s'il va essayer de lire le fichier que j'aurai importé au format Excel. S'il n'y arrive pas, eh bien, il va me retourner une data frame vide. Et donc tout cela, je l'enregistre sous un session state dataset. À présent, ce session state dataset, il n'est pas vide, donc que le try a réussi et qu'il a bien lu mon fichier. On va donc refaire tout ce qu'on a fait avant. Donc je vais d'abord renommer le nom de mes athlètes. Donc vous voyez ici, plutôt que d'appeler DF, j'appelle ST session state dataset, qui est une data frame. Donc je remplace bien les noms comme on l'avait vu précédemment. Par la suite, je vais nettoyer pour garder les valeurs RSI qui ne sont pas des NaN et j'organise par date. J'exécute les calculs d'Expanding MAD. Ici, je fais la médiane cumulative. Je calcule le coefficient de variation. Je détermine mes codes couleurs. Et donc maintenant, je vais enregistrer tous mes graphiques sous des session states pour évidemment m'épargner le recalcul ou la réexécution de la fonction pour pouvoir faire la représentation graphique. Donc on va itérer chaque nom de mes joueurs. Pour chaque joueur, on va faire le graphique des RSI, le graphique de la puissance relative, le graphique de la RSI du coefficient de variation cumulatif et de même pour la puissance relative. Je viens ensuite faire un subset de data frame pour avoir celui qui correspond uniquement à mon joueur dans ma boucle. Je me crée une liste de couleurs et je vais itérer chaque ligne de ce sub data frame pour récupérer les couleurs. Et cette fois-ci, sous un session state, j'enregistre le data frame stylisé en appliquant la fonction qu'on avait vue plus tôt. Et finalement, j'enregistre la dernière saisie pour chaque joueur. Et donc pour rappel, cette fonction loadFile, je l'avais passée dans l'argument onChange, ce qui veut dire que la fonction va s'exécuter seulement quand il va se passer quelque chose avec ce composant. C'est-à-dire quand on importe un fichier, quand on retire le fichier,
pour en importer un autre. Donc maintenant, on va pouvoir continuer à développer les composants de notre application. On commence comme ceci. Donc ici, si le session state dataset, donc la data frame, n'est pas vide, alors on exécute, sinon il ne se passera rien et l'application restera vide. Je refais 2 colonnes, donc ici, vous voyez, pour le ratio de mes 2 colonnes, je prends la première et ici, je prends l'argument selectBox pour avoir ma liste déroulante pour choisir mes joueurs. Et cette liste déroulante va me retourner une valeur qui sera enregistrée sous le session state player underscore cell. Donc ici, j'ai juste à sauvegarder et donc de faire un rerun. On va aller chercher notre fichier. Donc vous voyez que ça charge, il se passe quelque chose. Et je me retrouve bien avec ma liste déroulante et donc je peux venir chercher le joueur qui m'intéresse. Ouais. Donc maintenant, je vais venir représenter la data frame avec les codes couleurs. Donc j'appelle le composant data frame de Streamlit et je lui passe l'argument donc qui est la data frame qui m'intéresse. Et donc ici, c'est la data frame avec l'extension TBL qu'on avait écrit dans la fonction. Et la condition, ça va être le session state player cell qui est la clé de la liste déroulante juste au-dessus. Donc ici, je sauvegarde. On revient à notre application, on rerun. Et me voici donc avec le data frame. Donc, trié par date, les valeurs de RSI et de puissance relative, ainsi que les codes couleurs qui correspondent aux variations de valeur brute par rapport à l'écart médian cumulatif. Revenons à notre code. Cette fois-ci, j'ai ajouté ceci. J'ai un subDataFrame qui va venir chercher toutes les dernières entrées du joueur qu'on aura choisi. Donc vous voyez, toujours le Session State Player Selection, qui correspond donc bien toujours à la clé. Et je filtre le Session State LADCV, donc, et qui correspondait aux dernières saisies de données pour chaque joueur. Dans la colonne où on est, on va créer à nouveau 2 colonnes. Donc ici, je lui passe 2, ce qui va me retourner 2 colonnes d'espace égal, donc 50-50 sur la largeur de l'espace qu'on a. Et donc, sur celle de gauche, j'appelle le composant métrique. Donc ici, je passe un titre, puis la valeur que je veux dans ce composant métrique. Et donc, pour ces deux-là, ça va être le coefficient de variation sur le RSI et la puissance relative du joueur choisi. Et donc, la valeur qui y correspond, et j'ai ajouté l'argument borderTrue pour avoir un composant avec les bords. Et dans la deuxième colonne, je fais la même chose, mais je prends la valeur de l'équipe. J'ai mes composants métriques, donc avec les valeurs qui m'intéressent. Et évidemment, on n'a pas encore essayé, mais c'est dynamique. Maintenant, passons à la représentation graphique. Donc, je prends la deuxième colonne des premières colonnes que j'avais créées ici. Donc, juste pour mentionner ici le nom, vous lui donnez ce que vous voulez. Moi, c'est plus pour m'y retrouver. J'ai tapé C pour que je comprenne que c'est des colonnes et dash pour le dashboard. Ici, vous voyez que j'ai tapé C left pour me dire je suis déjà dans la première colonne du dashboard et finalement, je m'intéresse à mettre les composants qui sont plus à gauche. Et donc ici, dans notre deuxième colonne de dashboard, on va d'abord faire un composant plotlychart et aller représenter notre graphe RSI. Ensuite, à la différence d'au-dessus, cette fois-ci je fais CWrite pour avoir 2 colonnes et je lui passe l'argument pour avoir un alignement vertical qui est centré entre tous les composants que je vais mettre dans chacune des 2 colonnes. Et dans la première colonne, j'appelle un container avec des bords et je passe encore un composant plotlychart dans lequel on va placer le graphique en barre du coefficient de variation cumulative du RSI et en dessous, de même avec la puissance relative. Et finalement, dans cette deuxième colonne de write, on vient placer un container dans lequel, à nouveau, plotlychart pour représenter la puissance relative en courbe. Et on se retrouve donc avec notre dashboard finalisé. Oh, ça c'est beau! Et on retrouve vraiment tous les composants que j'avais fait sur Power BI. Donc, notre menu déroulant pour choisir le joueur, la table avec toutes les informations et codes couleurs, ici les petites cartes avec les métriques de coefficient de variation pour le joueur et pour l'équipe, la représentation en barre du RSI avec la médiane cumulative en zone de couleur, la représentation en barre de l'évolution du coefficient de variation à chaque entrée de nouvelles données, et la puissance relative représentée en courbe. Alors ici, ce qui a changé aussi pas mal, c'est ici. C'est-à-dire que ceux-là, les coefficients de variation propres au joueur, on les a changés, mais plutôt que d'aller chercher ceux du poste du joueur, on a pris celui de l'équipe. C'est-à-dire qu'on a pris tous les coefficients de variation de chaque joueur. Si j'avais une vingtaine de joueurs, je me serais retrouvé avec 20 coefficients de variation. Et dans ces 20 coefficients de variation, on a ressorti la médiane pour savoir à peu près où se situe notre joueur. Donc on sait ici que la valeur médiane du coefficient de variation sur le RSI dans l'équipe, il est de 3,9%. Et donc, notre joueur, il est à 2,9, ce qui signifie qu'il est dans les 50% inférieurs. Car pour rappel, la médiane prend votre distribution, la coupe pile au milieu, ce qui signifie que 50% des valeurs sont au-dessus, 50% sont en dessous. Donc on voit que sur son RSI ici, il est plus régulier que l'équipe en général, car il est en dessous. Cependant, pour la puissance relative, eh bien, il est au-dessus de la médiane d'équipe, donc peut-être moins régulier. Donc maintenant qu'on a finalisé notre dashboard, poser la question de finalement qu'est-ce qu'on regarderait. Après ça, c'est vraiment libre à chacun. Chacun a sa sensibilité et son interprétation. Moi, comme je le vois, vraiment ce qui m'intéresserait ici,
c'est ça. Limite, les grands graphes ici, le graphe en barre et la courbe, ça ne m'intéresserait pas tant. Ici, vous voyez les valeurs, enfin, c'est plus tellement les valeurs qui m'intéressent, mais plutôt les codes couleurs, de voir comment ça varie. Ici, comme détaillé avant, on peut savoir à peu près où se situe notre joueur dans notre équipe. Mais finalement, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ces graphes en barre de l'évolution du coefficient de variation dans le temps. Très simple, ça me permet de voir si mon joueur, eh bien, il a beaucoup de variations au fur et à mesure qu'on le teste sur la plateforme dessous. Est-ce qu'il est régulier ou pas? Donc, si ce code vous intéresse, le lien est en description vers mon GitHub. Évidemment, il n'y aura pas d'accès au fichier Excel. Si vous comprenez bien le fonctionnement et que vous voulez le reproduire, il y a juste à adapter le nom de vos colonnes. Et je mettrai aussi à disposition un lien avec l'application réalisée pour pouvoir aller jouer un peu avec.